Salut à tous, les gones, salut YouTube, c'est Mika, on se retrouve pour une vidéo débrief de la conférence de presse de John Textor. Elle était sacrément attendue, elle est enfin arrivée. Ça faisait un bout de temps qu'on voulait qu'il prenne la parole, l'ami John, et il l'a fait enfin pour notre plus grand, alors peut-être pas plaisir, mais notre plus grande satisfaction, pour faire simple. Avant de commencer, n'oubliez pas, pensez à mettre les pouces, les commentaires, partager, activer la cloche et vous abonner. Je compte sur vous les gones, c'est super important pour booster le référencement de la vidéo et de la chaîne. Allez, c'est parti. Alors, grosso modo, une conférence de presse, franchement, très longue, déjà ça c'est sûr, très longue, même trop longue, 1h40 dans mon souvenir, c'est vraiment trop long. Je pense qu'il y a trop de réponses qui sont dans la longueur, on préfère plus simple, plus court, plus dynamique, plus percutant. Ça, c'est un point qui me dérange un petit peu. Et surtout, la traduction, s'il vous plaît, les amis de chez OLplay, faites-nous un effort. Trouvez-nous enfin quelqu'un qui pourrait traduire de façon fluide, compréhensible et agréable ce que dit Textor, parce que là, c'est vraiment juste inaudible. Moi, j'avais commencé avec la version traduite de l'anglais vers le français. J'ai tenu 30 secondes, j'ai fait la bascule directe vers la version originale en anglais de John Textor, et c'était bien plus compréhensible. Alors, cette conférence de presse, dans le vif du sujet, on peut dire qu'il y avait deux gros volets. Un volet économique qui a pris beaucoup de place, même trop à mon avis, et un volet sportif, footballistique qui était très minoritaire. C'est pour moi un des défauts très importants. On parle vraiment beaucoup trop de l'économique, de l'extra sportif, et on ne parle pas assez du foot, du jeu du terrain, du projet sportif de l'OL. Ça me manque beaucoup, et quand je vois qu'une conférence de presse aussi attendue parle quasiment 3/4 du temps de l'économique et très peu du sportif, du footballistique, ça me dérange. Maintenant, sur l'aspect économique pur, beaucoup de sujets évoqués par John Textor, parmi lesquels la Ligue 1, les droits TV, mais également la dette de l'OL, le rachat d'Everton, la liaison entre Botafogo et l'OL, Eagle Group, bref, beaucoup de sujets. Et évidemment, je ne parlerai pas de tout, c'est impossible, il y a trop de sujets, sinon ça va durer 1 heure et je n'ai pas envie de vous saouler avec autant d'informations. Donc format court impose des choix, et donc on retient les sujets vraiment essentiels, importants de John Textor sur le plan économique. Tout d'abord, il a mis quelques petites cartouches bien senties à la gouvernance de la LFP. Coucou Vincent Labrune et coucou un certain Jean-Pierre, alors comme il l'appelle Callot, Jean-Pierre Callot et pas Caillot comme il le dit, qui apparemment en réunion aurait hurlé en disant « Ici on est en France et on parle français ». Pour le coup, John Textor a 100% raison, je le rejoins là-dessus, évidemment. On a affaire en Ligue 1 à des dirigeants sincèrement franchouillards, pour ne pas dire ringards. Alors évidemment, il parle du contexte droit TV qui sont en chute libre, il évoque les difficultés liées donc au cash flow, à la trésorerie de l'OL, parce qu'évidemment, quand on perçoit des droits TV moindres qu'auparavant, ça a un impact en termes de trésorerie et de fonds de roulement. C'est juste logique. Ça, il le dit bien, il a raison de le dire, il faut le souligner également, même si l'excuse des droits TV n'est pas non plus centrale, il y a plein de paramètres à prendre en compte, parmi lesquels le mercato, l'été dégraissage raté de l'OL sur le plan économique, parce qu'il le dit bien, il a surestimé, je pense, la volonté des joueurs de partir de Lyon. Jolie ville, joli stade, joli club, belle ambiance, on mange très bien, donc la vie est belle à Lyon, donc on veut y rester. Là-dessus, il a raison, c'est l'un des constats, je pense, qui explique en partie l'échec du dégraissage de l'OL. Mais pas que, il fait aussi un détour sur les cas individuels d'Anthony Lopez ou Ryan Cherki. Dans le cas de Lopez, là encore, il le dit bien, le gardien a refusé des offres de Ligue 1 et des clubs qui étaient prêts à le prendre, donc il était prêt à assumer son ultime année de contrat, et donc être numéro 3 ou numéro 4 dans la hiérarchie des gardiens. Pour Cherki, c'est un petit peu différent, c'est même carrément différent. La donnée est claire, le joueur a refusé Paris, ça a échoué à Dortmund, comme le dit aussi Textor. Il a aussi dit non à Crystal Palace, qui était prêt à l'accueillir avec un très bon coach, Oliver Glasner. Et en l'occurrence, la donnée est simple, il a entre les mains un contrat sur plusieurs années de prolongation à l'OL. L'OL est d'accord, Cherki semble d'accord aussi selon Textor, donc apparemment on se dirige vers une prolongation d'ici quelques temps. C'est apparemment en bonne voie, donc on verra bien. Mais là encore, il y a un point qui m'a vraiment intéressé, parce que Textor est souvent un petit peu critiqué en disant qu'il est il n'est pas assez proche du club, un peu trop loin, et qu'il a une logique un peu incompréhensible. J'ai écouté un petit peu l'afterfoot hier soir qui disait oui, Textor n'est pas tout le temps intelligible, compréhensible. En l'occurrence, sur le cas Cherki, je l'ai trouvé extrêmement clair et pragmatique. C'est un vrai capitaine d'industrie, j'ai beaucoup aimé ce passage-là. Il dit un truc tout simple, quand on cumule l'année passée, la valeur du joueur, cette saison, plus son salaire, plus le fait qu'il prenne la place de quelqu'un qui ne joue pas, le cas Cherki coûterait à l'OL environ 27 millions d'euros. C'est un calcul qui peut paraître un petit peu théorique, un peu modélisé, mais c'est intéressant. Et là, on sent bien le côté manager d'équipe, leader économique de Textor. Parce que oui, en termes stratégiques, faire jouer un joueur, un asset, un actif, comme dirait Textor, un actif joueur, le faire jouer alors qu'il lui reste 1 an de contrat, c'est forcément au détriment de ceux qui ont un plus long contrat, qui sont selon lui de vrais actifs, qui eux veulent jouer et qui devraient jouer
et qui ne jouent pas parce que Cherki prend leur place. Donc, d'un point de vue foot, on peut comprendre que Cherki a joué, mais d'un point de vue stratégique et économique, un point pour Textor qui dit clairement que oui, faire jouer un joueur en fin de contrat d'ici 1 an ou quelques mois, c'est juste sur le plan économique un non-sens. Il a été interrogé également sur la trésorerie du club qui serait un petit peu à sec, comme l'a dit l'équipe récemment, avec des dettes fournisseurs qui ne seraient pas honorées. On a beaucoup parlé du transfert de Mikotadze et donc l'échéance de paiement au FC Metz qui aurait été en partie retardée et pas intégralement payée, même si les deux clubs ont trouvé un accord récemment, apparemment aussi toujours. Mais là encore, il l'explique par, comme il le dit très bien, des droits TV qui sont en chute libre et donc un problème de fonds de roulement qui va très vite se résorber. Et il conclut en disant que néanmoins, la vente d'actifs de l'OL, donc l'OL Reign, OL Arena, OL Féminin, tous ces actifs-là contribuent largement à faire en sorte que l'OL tienne le cap, contrairement à d'autres clubs qui, selon lui, doivent vraiment souffrir des droits TV de la Ligue 1 et de la gestion de gouvernance catastrophique de la LFP. Everton ne sera pas racheté sous l'étiquette Eagle Football Group, mais sous l'étiquette John Textor. Il le dit clairement, c'est John Textor. Il n'aime pas parler de lui à la troisième personne, mais il le dit quand même. C'est John Textor qui va racheter Everton. Alors avec des fonds propre selon lui, on verra bien quel sera le financement pour acheter le club s'il y parvient, ce qui n'est pas encore fait. Mais si on se fie à ce qu'il nous dit, visiblement on est sur un projet de rachat 100% fonds propres avec quelques co-investisseurs qui ont, je le cite, des ressources terrifiques, des ressources incroyables. Et je sais que vous êtes nombreux à vous dire, mais pourquoi ne va-t-il pas racheter Everton sous l'étiquette Eagle Group ? C'est une vraie question, une vraie bonne question, je n'ai pas la réponse, je n'ai pas d'informations précises à l'instant T, néanmoins peut-être que lui et ses co-investisseurs voulaient seulement racheter Everton et la logique multiclubiste, c'est pas pour eux quoi, c'est aussi possible. Et il précise même sa pensée en disant clairement qu'il compte créer une nouvelle holding qui pourrait être à côté de Eagle Football Holding, pourquoi pas Everton Football Holding. On verra bien, là encore c'est l'avenir qui nous le dira, mais j'imagine sincèrement que d'ici quelques années, quelques mois, Everton intégrera naturellement la structure Eagle. J'imagine très mal que Everton soit indépendant du cortège Eagle, ça me paraît pas très cohérent. Et vient ensuite le moment du mercato, les opérations dégraissage qui ont été un échec total pour l'OL. Alors, ce qui là encore m'étonne, c'est qu'il ne l'avoue pas, il le dit pas clairement, il nous dit « Oui, mais non, on a été victime d'un article de presse qui a été répandu, repris partout sur les différents réseaux dans le monde, dans lequel on dit que l'OL aurait dû vendre pour 100 millions de joueurs. C'est faux, c'est archi faux. » Et il nous dit « Non, il n'y a pas de vente promise, juste un équilibre à trouver entre achat et vente. Grosso modo, dans la planification auprès de la DNCG, l'OL avait dit qu'il vendrait pour environ 130 millions de joueurs pour investir sur, tenez-vous bien, 211 millions de joueurs, avec un but avoué de Textor en conférence de presse, avoir un solde de balance, donc achat moins dépenses, négative de 80 millions d'euros. L'OL a acheté pour environ 140 millions, a vendu pour 40 millions, donc moins 100 millions, donc grosso modo, voilà, à 20 millions près, on n'est pas non plus à ça près, quoi, ça passe. Bref, vous l'avez compris, une grande part de mauvaise foi, encore une fois, dans l'approche stratégique du club, parce que là encore, John Textor, arrêtons de nous mentir, si Frio est mis à pied par le club, c'est qu'il y a bien une raison à ça, une raison à la fois, je pense, relationnelle, mais également une relation liée au dégraissage des joueurs. Arrêtons de faire croire aux gens qu'il n'y a pas de problème, que les comptes sont relativement équilibrés et qu'on n'est pas loin du but avoué. Arrêtons. Alors ce mercato, parlons-en, passons à l'aspect maintenant footballistique, sportif, ouf, enfin me direz-vous. Il nous dit tout d'abord qu'on a vécu un mercato très très spécial, très compliqué avec l'Euro de foot, les JO, l'Arabie Saoudite qui n'a pas dépensé autant que prévu. Là-dessus, il a raison, c'est vrai. En termes de dépenses, la Saudi League a dépensé l'an passé 1 milliard d'euros contre 330 millions cette année. Donc divisé par 3, évidemment, ça a un impact sur les ventes faites par les clubs français auprès des clubs saoudiens. Là-dessus, il a raison de le dire, même si on n'est pas non plus, nous ne sommes pas un client privilégié de la Saudi League, en tout cas pas à ma connaissance. Et il évoque aussi le réveil tardif de la Première Ligue qui, selon lui, se serait un petit peu activé tardivement sur les transferts, ce qui pourrait aussi expliquer qu'il y ait eu peu de mouvements entre la Ligue 1 et la Première Ligue. Et tous ces paramètres combinés au manque de départ, au manque de dégraissage de l'OL font que, selon Textor, il y a eu à l'OL un problème de trésorerie, un problème de cash flow. Et là, on en vient au dossier David Frio, l'un des gros dossiers sportifs de la conférence de presse. Alors si on se fie à ce que nous dit John Textor, David Frio ne correspondait pas, ou plus, à ce profil de directeur sportif qu'il voulait pour la structure OL et Eagle Group. Bon, là encore, on peut le croire, j'ai envie de le croire, c'est pas déconnant en soi. Et il nous dit que Frio était un bon gars, très pro, qui a mené sa mission à bien jusqu'au bout du mercato. Mais néanmoins, il faut lire un petit peu entre les lignes et comprendre ce qu'il reprochait un petit peu à Frio. Et on comprend très vite
quel était en fait le problème central. Alors il nous dit que ce n'est pas une question de profil de joueur, pas une question de réseau, mais une question, peut-être selon ce qu'il nous fait comprendre, d'affinité de lien entre le coach, le staff technique, les joueurs et les dirigeants. Et on comprend assez vite que le problème majeur est avant tout d'ordre relationnel, d'ordre humain, entre, je pense, Pierre Sage, David Friot et les joueurs. Maintenant, sur le profil du nouveau DS que devrait peut-être cibler le club, on verra bien si c'est le cas ou pas, on nous fait comprendre que, en gros, fini le temps des DS classiques qui veulent imposer à coup de moi je, leurs joueurs, mes joueurs que je ramène au club. Désormais, Textor veut un profil plutôt manager, coordinateur qui ferait la liaison entre les joueurs, le staff et les dirigeants. Bref, quelqu'un qui pourrait très bien être une oreille attentive pour Pierre Sage, mais également pour les joueurs. Bref, je pense un petit peu à un élément tampon entre la direction et le staff technique, les joueurs. Pour moi, ce n'est pas déconnant, je l'ai dit à plusieurs reprises, il y a un manque dans la hiérarchie OL, il manque quelqu'un qui pourrait incarner le projet sportif en prenant la parole, en communiquant beaucoup plus, et qui pourrait faire le lien, le tampon entre le staff technique, les joueurs et dirigeants. Là-dessus, pas déconnant. Et quand en plus, dans l'optique multi-club de d'Eagle Foot, on sait qu'il y a une forme de moyens mutualisés, dans lesquels les scouts travaillent ensemble, bref, une forme de coopération, donc ce n'est pas déconnant que l'on veuille prendre un directeur sportif plutôt dans l'optique d'une structure multiclubiste, ce que n'était évidemment pas David Friot. Et sur le volet foot, purement foot, eh bien, c'est quasiment tout en fait. Alors oui, non, il y a eu encore une petite question ou deux de la part de Razik, que je salue, Razik de TKYDG, qui nous demande à Textor une question très très pertinente. Est-ce que Niakhaté n'a pas été un transfert surévalué et ne faudrait-il pas réguler ces dépenses qui paraissent assez folles par rapport à la qualité intrinsèque du joueur? Très bonne question, à laquelle John Textor se braque un petit peu et répond de façon un peu brute, je trouve. C'est mon argent, ne me dites pas ce que j'ai à faire de mon argent. Et même pire que ça, il nous dit carrément à nous, les supporters, ne soyez pas dans la critique, mais juste dites-moi merci pour dépenser autant pour surpayer des joueurs qui nous feront gagner en Ligue 1 et en Europa League. En gros, pour faire simple, il faut dire merci à John Textor pour mettre 32 millions sur Niakhaté. Bon, ok. Mais il ne s'arrête pas là, il va plus loin dans le culot et l'aplomb déconcertant made in John Textor. Il nous dit clairement que faites l'exercice, je le cite, il nous dit faites l'exercice, prenez le mercato estival en Europe et trouvez-moi des centraux gauchers relanceurs qui auraient pu faire l'affaire pour le club. Sincèrement, les gars, quand il a dit ça, j'ai ri, mais d'un rire tellement narquois que c'est ridicule. C'est d'un ridicule pas permis. Des centraux gauchers, profil relanceur, qui auraient pu coller avec ce que voulait le club pour un montant de 10, 15, 1 million, je peux en donner 3 comme ça en 10 secondes, parmi lesquels Andéen belge, Machida à Saint-Gilles, bon profil, gaucher, très bon relanceur. Deuxième profil, Marcos Senesi de Bournemouth, lui qui aime tant la première ligue de Textor. À Bournemouth, un Argentin, gaucher, très bon relanceur, pour 20-25 millions, il était là sous nos yeux, Marcos Senesi. Et enfin, troisième profil que l'on peut aussi discuter, un certain Olivier Boskagli, PSV Eindhoven, champion des Pays-Bas, qui fait la Ligue des Champions, bref, profil intéressant pour environ 10-15 millions grand maximum. Donc oui, John, c'était possible de trouver un central gaucher, relanceur, pour environ 10, 15, voire 20, 25, mais pas 32. Donc arrêtons de nous prendre pour des imbéciles, arrêtons de dire que Niakhaté était la seule solution, c'est faux, c'est mensonger, c'est juste pour se foutre de nous, pas plus. Et ça, c'est vraiment un point qui m'a particulièrement gonflé durant la conférence de presse, ce côté un petit peu je sais tout, j'ai réponse à tout, je n'ai pas tort, j'ai raison, mais vous ne le savez pas encore. Bref, un peu de mauvaise foi, même carrément de la mauvaise foi, et un aplomb déconcertant qui me déplaît fortement. J'aurais aimé qu'ils nous disent, voilà, je suis président de l'OL, j'ai parfois fait des bêtises, j'en ferai encore, ça m'arrive, tout n'a pas été parfait durant l'été, c'est vrai, je le reconnais, on aurait dû faire mieux sur tel sujet, tel point, tel dossier, ça n'a pas été le cas, je promets que l'on fera mieux à l'avenir, on va repérer tous les problèmes, toutes les défaillances, pour les corriger. Franchement, je pense qu'il aurait mérité à être honnête, à être franc. On ne peut pas tout réussir, c'est impossible, mais néanmoins, on fera le maximum pour le faire à l'avenir. Ça aurait été un discours de vérité, et comme souvent je le dis, faute avouée, à moitié pardonnée. Rendez-vous compte, pour défendre l'achat de Niakhaté, Textor a littéralement dit, regardez un peu le marché en Angleterre, Naïf Aguerd, c'est 40 millions. En fin de mercato, l'Arabie Saoudite lorgnait fortement sur Naïf Aguerd pour une somme d'environ 20-25 millions d'euros. On était très très loin des 40 millions. Certes, c'était le prix en début de mercato, mais en fin de mercato, on était très loin des 40 millions exigés par West Ham. Et quand il a pris l'exemple qui m'a achevé de Marc Guéhi en Angleterre, j'ai pouffé de rire, parce que comparer Niakhaté, 28, quasiment 29 ans, et Marc Guéhi, c'est juste risible. Et ça montre aussi que sur le plan foot,
il y a des zones d'ombre chez Textor. Voilà, il y a plein de points qu'il ne maîtrise pas, où c'est un peu approximatif. Autant sur le plan économique, stratégie multi-club, ça se tient, c'est cohérent, mais l'aspect purement footballistique, on n'a pas affaire à un extrême connaisseur. Arrêtons les bêtises, parce que nous dire que Marc Guéhi, ça coûte très cher et que donc Nakate est une bonne affaire, c'est risible. Juste un truc tout simple. Marc Guéhi, 24 ans, anglais, jouant en première ligue. Évidemment, en termes de valorisation, ça explose. N'importe quel joueur anglais qui performe sur une saison, qui fait une bonne saison, qui est sérieux, qui est plutôt jeune à potentiel, ça part pour minimum en Angleterre 40-50 millions. Je dis bien minimum. Donc là encore, la comparaison ne tient pas, c'est juste ridicule. Et ça montre une mauvaise foi qui est terrible. Et pour finir les gones, je voulais impérativement conclure la vidéo sur un mot affectueux, chaleureux, pour rendre hommage à Didier Roustan, journaliste sportif extraordinaire, une voix, un timbre, une passion, un romantique du foot, dont je partageais quasiment, je peux le dire, tous les points de vue foot, quelqu'un d'extrêmement compétent, intéressant, un puits de science footballistique, une référence pour moi, je le dis clairement, c'était ma référence, mon modèle dans le monde journalistique français, sportif, quelqu'un de grande qualité, la passion du ballon rond, l'amour du foot, le sport qui nous relie tous. Bref, inspirons-nous un petit peu de ce qu'a été Didier Roustan et faisons en sorte que le foot soit avant tout une passion qui nous unit et qui ne divise pas à coups de mots trop durs ou de radicalité. Je pense fort à lui, à ses proches, sa famille et tous ceux qui l'ont aimé dans les différentes rédactions où il est passé. Quelqu'un de bien qui manquera évidemment au football français. Ciao ciao les gones.